Jean-Yves Le Tallec, vous avez donné comme sous-titre à votre ouvrage « Folle de France » « Repenser l'homosexualité masculine ». Et c'est ce repenser qui m'intrigue. L'homosexualité masculine est-elle d'abord pensée, et en France, et où? Dans les milieux académiques ou dans ce qui vit, c'est-à-dire la vie sociale, la vie individuelle et collective? Alors, le repenser s'adresse avant tout à l'académie. Bon, l'homosexualité est pensée dans une certaine mesure par l'académie, par l'université, depuis les années 70, on va dire, pour être... sauf par des historiens sans doute avant, hein, l'Antiquité, d'autres périodes, mais pour le contemporain, on va dire que c'est pas très ancien. Et dans cette conceptualisation, c'est peut-être un peu fort, mais dans cette manière de penser l'homosexualité jusqu'à présent, le monde des folles était totalement absent, bien entendu, car c'est indicible, c'est tabou. Donc il était, sinon totalement absent, du moins extrêmement discret, et certainement pas valorisé en tant que tel. En France, en plus, les études féministes, les études de genre sont particulières, elles sont dites matérialistes, et l'enjeu du genre en sociologie en France, c'est le travail, pas la sexualité, à l'époque des années 70. L'enjeu du genre en tant que système social, c'est la division sexuelle du travail, pour les féministes académiques françaises. Ça commence dans les années 70, 80, etc. La sexualité va peu à peu venir comme un enjeu du genre, mais plus tard, avec les études queer, mais qui elles-mêmes sont très dévalorisées dans l'académie en France, dans l'université. Seuls quelques spécialistes s'en préoccupent, et même au niveau de l'enseignement, c'est très absent. Quelques féministes ont tenté de penser la sexualité dans le cadre matérialiste. Guillaumin, qui a pensé que c'était une idéologie qui soutenait l'exploitation des femmes par le travail. Wittig a pensé que c'était un régime politique, et elle s'est fâchée avec ses copines et elle a fait sa carrière aux États-Unis. C'était plus possible qu'elle reste en France, d'avoir dit ça, d'avoir dit les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles ne rentraient pas dans le régime politique de l'hétérosexualité. Voilà. Et ça, Wittig est parti. Et ainsi de suite. Donc la sexualité a eu une place difficile dans les questions de genre en France, en sociologie en tout cas, jusqu'à, bon, jusqu'aux années 90, on va dire. Et alors, c'est vrai que penser les folles dans la trame matérialiste, c'est quand même pas commode, avec l'enjeu travail. Et même penser l'homosexualité n'est pas évident. Alors, c'est venu quand même des guest studies aux États-Unis. Ce qui a sauvé l'homosexualité, c'est en fait le constructionnisme. Puisque des États-Unis venaient Plummer, des Miliau, autant de gens qui finalement ont relu Foucault, ont repris Foucault, et l'ont digéré en histoire sociale, en fait, et ont poursuivi sur cette idée que l'homosexualité est un construit social. Voilà la place qu'elle a pris, voilà. Mais en oubliant quand même un petit peu certains côtés. D'où, voilà, le repenser s'adresse quand même essentiellement pour moi à l'université. Mais n'y a-t-il pas là, à la source de ce déni, car pour moi il s'agit d'un déni, une forme de intellectualisation, c'est-à-dire échapper à la chair, au vécu, à la réalité, ce qui aurait pu intéresser les anthropologues au profit d'un discours très théorique ou idéologique. Alors, il y en a certains qui sont intéressés, je ne suis pas le seul quand même, hein, mais on n'est pas beaucoup. Hein. Et comme dans toute façon universitaire de penser une question, à un moment donné, elle est aseptisée, elle est pasteurisée, et certaines choses s'évaporent.
Et en particulier, l'idée même des folles, de l'efféminement des hommes, est insupportable à énormément d'hommes. Et qui tient l'université, et qui la tenait d'autant plus dans les années 70-80, des hommes. C'était impensable pour eux de même prendre le risque de penser que c'était quelque chose d'abordable. Donc c'était du folklore, du spectacle, enfin bon, voilà, toutes choses qui n'étaient pas des objets dignes de sociologues, alors que finalement ils étaient un objet très digne. Moi je travaille peu dessus un petit peu, mais c'est aussi une question de classe, très largement, hein. Donc ça devrait intéresser les sociologues. Mais bon. Et donc voilà, c'est l'histoire de l'homosexualité des années 70-80 dans l'université française, elle est quand même déjà pasteurisée. Et on le voit très bien d'ailleurs, on le voit très bien avec le réengouement sur quelque chose d'absolument normatif, le mariage. Il y a de nouveau plein de travaux. Pourquoi? Parce que c'est le couple et le mariage. Voilà. Et les enfants. Mais quand même, ce qui est marginal, ce qui déborde. Alors quelque chose est en train de surgir, c'est la question transsexuelle ou transgenre. Parce qu'elle redérange, sous une forme un petit peu différente de la question des folles. Mais elle redérange. Bon, la question des folles, même vue du côté du féminisme, est gênante. Parce qu'il faudrait envisager une position symétrique qui n'est jamais symétrique à cause de la domination masculine, mais il faudrait aussi imaginer pour les féministes qu'il y ait des femmes en masculiné. Donc accepter qu'il y ait des lesbiennes dans les féministes. Or, ça a toujours aussi été une question, voilà, en France. Mais alors, ne posez-vous pas la question de la sociologie du monde académique? Non, pas directement, parce que c'est... Alors, j'aurais pas fait le bouquin pareil. Moi, ce qui m'intéressait quand même, c'était d'aller voir comment on pouvait revisiter, repenser un certain nombre d'éléments des cultures populaires et de l'histoire. Voilà. Après, les académiques, qui vivent leur vie. Hein. Voilà, c'était moi ça qui m'intéressait, c'est-à-dire à quelle place, les folles ont une place très importante. Et l'ont toujours d'une certaine manière, même symbolique. Et donc, mais quelle place cette figure a occupé dans l'histoire contemporaine, parce que je remonte pas très très loin quand même. En gros, je suis sur le XXe siècle. Hein. Et donc, quelle place cette figure a occupé et comment on peut la penser essentiellement dans la théorie du genre. Et quel rôle attribuez-vous alors dans cet effort de remettre à sa place une réalité qui unit les deux extrêmes de la société française, c'est-à-dire les plus hautes classes et, disons, le populo? Quel rôle attribuez-vous à l'historiographie et la nécessité de revenir à une anthropologie historique? Ben moi, je trouve que c'est ce que j'ai essayé de faire. Hein. C'est indispensable de revenir à ça. Je pense que c'est indispensable de revenir à ça. Parce que sans... Alors, je pense que c'est valable pour beaucoup d'objets, hein, cette question. Elle se pose pour énormément d'objets. Peut-être des objets plus marginaux dans leur façon de les constituer ou de les penser, ou même dans la société. Mais il y a tout un ensemble de ce type d'objets qui disparaissent à la pasteurisation académique. Mais ne voyez-vous pas un les trans en font partie sur la même époque. Hein. Oui. Oui. Je citais les trans, mais la question trans disparaît. Elle est confinée à la médecine, à la psychiatrie, et un peu à la sexologie, mais la sexologie n'étant pas une discipline académique, on n'en parle jamais, marginalement, accessoirement, mais il n'y a pas de section sexologie au CNU, donc on n'en parle pas. Voilà. Alors, dans le cas précisément des folles, pour moi, c'était d'essayer de reconstituer dans l'histoire contemporaine du XXe siècle, à peu près sur ce bouquin, où elles étaient, voilà. Puisqu'elles ne sont pas dans l'histoire officielle, où étaient-elles? Où étaient-elles
dans la société, dans le mouvement, quel que soit l'état de ce mouvement en fonction des périodes, quelle place elles avaient, comment se posait la question du rapport des sexes. Pour moi, c'est très important. Il y a les folles, certes, mais autour, il y avait d'autres figures, d'autres sexualités, d'autres... voilà. Et qu'est-ce qui se passait là dans ce... On voit bien que la figure de la folle change de représentation au moment de la libération gay. Hein. On voit bien qu'il y a un truc qui tourne à ce moment-là, et qui se joue sur le genre, ou sur l'identité de genre, sur la masculinité, sur plein de trucs. Pourtant, elles sont toujours là, les folles. Donc, elles bougent dans ce paysage. C'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'elles étaient là tout le temps. Alors, ne pensez-vous pas justement que l'intérêt et la revalorisation pour les imaginaires, le social imaginary, l'intérêt de Maurice Godelier sur le rôle structurant et fondamental des imaginaires, va permettre de décoincer en quelque sorte et la question de l'homosexualité masculine et la question des folles, car l'attitude à l'égard des folles, par exemple, vient aussi d'une attitude à l'égard des imaginaires. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Parce que cette question, elle est actuellement... Enfin, aujourd'hui, elle reste encore... Comment dire? J'allais dire polluée, mais il ne faut pas le prendre dans un sens péjoratif. Elle est distordue, peut-être, c'est plus amène d'exprimer ma pensée, par la question du VIH et du sida, qui a figé quelque chose. Et qui a figé quelque chose à bonne raison, hein, d'une urgence sociale, de beaucoup de raisons. Mais la médicalisation de cette question du VIH a rejoint la médicalisation des sexualités. Et tout ceci est déformé par l'image que rend l'épidémiologie. Et l'épidémiologie est la source majeure d'image de l'homosexualité depuis les années 80. C'est plus l'imaginaire, c'est plus le social, c'est l'épidémiologie qui a fourni des flots de données et une image qui s'est vraiment concrétisée, qui se concrétise dans une normalisation, hein, le mariage. Et c'est là où justement je vous interroge sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, parce que là c'est une action militante mais aussi spectaculaire. Oui. Et le spectaculaire, c'est ce qui fait changer les choses, qui les fait bouger, dans la mesure où cela agit l'imaginaire social. Oui, dans un, voilà, à la mesure des sœurs qui sont un micro-groupe activiste. Et les sœurs ont eu la grande chance de se concrétiser, le mouvement de naître avant le VIH. Je pense qu'après, elles auraient eu des difficultés. C'est donc avant tout un mouvement axé sur la sexualité et le genre, et historiquement, c'est un mouvement non mixte. Un, que des hommes gays. Deux, c'est un mouvement différentialiste. Alors ça nous ramène aux féministes, hein, mais les sœurs, historiquement, disaient nous, homosexuels, nous sommes irréductibles à la norme. On peut nous proposer de nous assimiler jusqu'à un certain point, mais nous serons toujours différents, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, c'est ça les racines. Donc, ça, c'est des racines quand même lointaines. Hein. Il n'y a plus grand monde qui est différentialiste de nos jours. Sur les questions de sexualité, il y a encore des féministes différentialistes, mais enfin, il y en a plus très influents, on va dire. Voilà. Et la non-mixité comme principe de constitution, bon, elle a cédé assez vite, hein, au bout de quelques années. Il y a des femmes qui ont été intégrées au mouvement, etc. Mais l'idée que, historiquement, c'est un mouvement non mixte, différentialiste, alors c'est possible aux États-Unis, ça, parce que ça a un support communautaire. Bon, c'est pas possible en Europe. Alors, on s'est débrouillé avec ce qu'on pouvait en Europe, en produisant quelque chose d'assez proche, hein. Mais aux États-Unis, c'était possible.
Mais je pense que le sida a vraiment figé quelque chose dans l'évolution. Ça aurait peut-être bougé dans le milieu, enfin, chez les intellectuels universitaires. Sans le VIH, ça aurait peut-être bougé sur les questions que vous évoquez. L'imaginaire comme moteur de construction de quelque chose, ou comme moteur de transformation culturelle, ou comme moteur de prise de conscience de pas mal de trucs. Enfin, voilà. Et ça n'a pas été le cas. Oui, vous parlez justement d'une grande catastrophe, mais est-ce que les catastrophes nouvelles, y compris virales, dans nos sociétés contemporaines, ou liées par exemple au terrorisme religieux, est-ce que cela ne va pas bouger, faire bouger les anciennes stratifications? Ça fait bouger déjà sur la question en particulier. Alors, l'homosexualité en tant qu'objet de stigmatisation sociale est instrumentalisée dans un discours de concurrence culturelle. C'est très visible en Israël sur la question des rapports avec les Palestiniens et donc le monde arabe. Et l'État israélien a très volontairement développé Tel Aviv comme une capitale gay. A fait tout ce qu'il fallait pour l'accueil, les boîtes, tout y est. Mais dans un but très très clair, c'est de dire, voyez comme nous, démocrates, sommes tolérants, et voyez comme les autres, palestiniens, sont d'affreux sauvages homophobes. Alors c'est quelque chose qui s'appelle l'homonationalisme, et c'est, voilà, ça concourt aussi à travailler toute cette image, mais dans un sens quand même assez normatif finalement, et très instrumentalisé. Donc il y a quelques chercheurs qui travaillent là-dessus, pas beaucoup, pas en France. Enfin, ça commence en France quand même à regarder un peu de près. En France, on a l'équivalent sur les banlieues, quand même, quand on regarde bien. Et sur les banlieues, avec les rapports hommes-femmes, plutôt qu'avec la sexualité d'ailleurs. Vous voyez comme nous, démocrates blancs, sommes finalement, avons acquis les principes du féminisme, et regardez comment dans les banlieues, ces hommes se comportent avec les femmes. Si vous deviez conclure, que pensez-vous du fait que les minorités dites sexuelles ou les dites minorités sexuelles peuvent conduire à l'élaboration de réseaux transnationaux et transculturels? De même que, par exemple, Castro, aux États-Unis, a joué un rôle fondamental comme à la fois d'habitacle et de réceptacle de minorités, mais en même temps permettant la création de réseaux transculturels. Alors, je ne travaille pas beaucoup là-dessus. Je sais que le réseau, il a été construit depuis les années 80, on va dire 70-80, sur le plaidoyer. Alors là, il existe, et donc dans un terrain d'influence des organisations internationales, nationales et internationales. Avec l'Europe, par exemple, c'est ancien. Avec l'ONU, ça commençait déjà à remonter à une vingtaine d'années. Voilà. Ça, c'est comme le plaidoyer, c'est particulier. C'est déjà des structures très particulières qui ne sont pas forcément représentatives des dites minorités, chacune dans leur pays. Ouais. Ce sont des personnes qui viennent du monde militant, sans doute, mais qui, à ce stade-là, deviennent salariés ou deviennent... Voilà. C'est presque un métier. Il y a l'équivalent aux États-Unis avec la CLU, avec les droits civiques. Donc il y a une partie qui s'occupe des droits des gays, des lesbiennes, des trans, etc. Ça existe depuis les années... c'est ancien. Mais c'est vraiment une façon particulière. Après, sur des choses qui soient plus proches des pratiques sociales des gens ou de leurs pratiques culturelles ou de leurs imaginaires même, ou leurs représentations, je suis moins sûr. Alors, sur des objets très particuliers comme les sœurs, ça existe, il y a un réseau. Ça existe, il y a un réseau.
Mais nous ne sommes pas reliés. Ah. Nous sommes très, très radical au sens des années 70. Chaque groupe, chaque couvent est totalement indépendant. Il n'y a aucune structure internationale. Donc nous n'adhérons qu'à une idée. Et d'ailleurs, dans les groupes radicaux, nous sommes le seul à avoir survécu. Tous les ACT UP sont morts, tous les Queer Nations sont morts, de cette famille un peu radicale, hein, qui reprenait les années 70, etc. Il ne reste que les sœurs. Mais sans doute parce que, d'une part, on n'a pas d'enjeu financier, on ne demande jamais d'argent public, qu'on soit. On n'a pas de structure, on n'a pas de salariés, on n'a pas... Hein. Et surtout, on n'a pas d'enjeu de pouvoir entre groupes. Je vous rassure, on en a à l'intérieur de chaque groupe, hein, comme dans tout groupe, mais au moins au niveau international, on n'adhère qu'à une idée suffisamment structurée pour supporter le personnage, tout ce qui va avec. Mais voilà. Donc on n'a pas cette ambition de... voilà. Enfin, les Américaines, puisque c'est celles qui sont à l'origine, n'ont pas l'ambition de contrôler ça, cette idée-là, au contraire, de la laisser vivre. Et donc, du coup, il se trouve que ça fonctionne depuis 79, donc ça fait 40 ans, un peu moins, 35. Voilà. Une dernière phrase, académique. Qu'est-ce qui vous semble le plus important maintenant pour la recherche à entreprendre? Si vous deviez parler de jeunes chercheurs ou de futurs doctorants, qu'est-ce que vous leur diriez? Allez voir réellement ce qui se passe dans les cultures de sexualité. C'est-à-dire que l'épidémiologie a tellement formaté des idées préconçues sur les gays font ça, les hommes hétéros font ça, etc. Ce qui est très une approximation vraiment très très large. Allez voir ce qui se passe réellement dans les cultures de sexualité, parce qu'elles ont beaucoup bougé avec Internet, entre autres, et avec l'effet en retour de l'épidémie aussi, sa normalisation, etc. Et qu'en fait, on ne sait plus trop ce qui se passe vraiment. Moi, je trouve. Hein. Y compris, moi, je travaille aussi en sociologie de la santé sur ces questions, et on ne sait plus trop ce qui se passe en vrai. Même en ne s'intéressant qu'aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, sans les intituler quoi que ce soit d'autre. Formulation très épidémiologique. Hein. Mais en repartant de ça, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les boîtes, dans les bars, dans les appartements, en vacances, voilà. Donc reprendre un bâton de pèlerin d'ethnographe. Voilà. Merci, merci Jean-Yves, c'était parfait.